Mesdames et messieurs, je vous présente ici l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui va vous parler d'une thématique qui nous touche tous, la vérification d'identité à distance dans le cadre du référentiel d'exigence pour les PVID. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les PVID, donc les prestataires de vérification d'identité numérique. Je vais laisser du coup introduire Michael notre présentation. Bonjour à tous, heureux de vous voir nombreux et intéressés par notre présentation. Alors, on va commencer par se présenter avec Mathieu, Michael Lam et Mathieu Jory du bureau qualification et agrément de l'ANSSI. On travaille tous les deux sur le règlement IDAS et sur la certification des prestataires de vérification d'identité à distance. On va commencer notre présentation par une présentation des cas d'usage des PVID. Je te laisse la main, Mathieu. Oui, donc bonjour à tous, Mathieu Jory. Donc là, on va faire une petite introduction à la vérification d'identité à distance et voir les trois grands principes de la vérification d'identité à distance. Donc, ce qu'on attend justement d'un prestataire de vérification d'identité à distance, c'est de répondre à ces trois questions que sont: le titre d'identité est-il authentique? Est-ce que la personne qui est présentée pour le service de vérification d'identité est-elle bien réelle et vivante? Et que le visage présenté par la personne correspond au visage qui est présent sur le document d'identité. Une fois qu'on a dit ça, on va aller un peu plus loin sur les cas d'usage de la vérification d'identité à distance. Donc, on a trois principaux usages de la vérification d'identité à distance qui sont réglementés. Donc, l'entrée en relation d'affaires à distance entre un client et un organisme financier au titre du décret 2020-118 du 12 février 2020, renforçant du coup le dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. On a également l'identité numérique, qui est par exemple la création ou la gestion de comptes APCV, ICPS, selon l'article L102 du Code des postes et des communications électroniques. Et on retrouve également les services commerciaux sécurisés, par exemple pour la signature de contrats à distance, la lettre recommandée électronique, au travers du règlement IDAS, donc le règlement UE 910-2014. Voilà. Donc, je vais laisser la suite à Michael. Ok. En partant de là, je vais me déplacer un peu parce que je vais pointer du doigt des choses. Alors, on peut se poser la question, quels sont les risques donc liés à de la vérification d'identité à distance? Juste pour schématiser un peu autrement ce qu'on a vu tout à l'heure, donc dans le schéma de Mathieu, un attaquant va essayer, donc, pour usurper l'identité d'une personne, encore une fois l'objectif est là, soit donc d'attaquer la vérification d'authenticité du titre, la détection du vivant, donc savoir si la personne qui se présente est réelle et bien vivante, ou attaquer l'authentification de la personne, c'est-à-dire la comparaison du visage qu'il y a sur le titre d'identité et la personne qui se présente. En général, une vraie attaque va attaquer deux des canaux d'attaque. Le PVID, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir deux sources d'informations. Donc, une sur le visage, donc la personne qui va se présenter, et une sur la capture du document, qui peut être photo, vidéo, lecture de la puce. Dans la suite, je vais d'abord m'intéresser aux attaques qui vont concerner la preuve du vivant et l'authentification de la personne, et ensuite, dans un deuxième temps, donc l'authenticité du titre et la comparaison donc, du visage. Première partie. Ah, c'est pratique d'avoir un deuxième écran. Donc, dans le monde physique, donc, lorsque vous cherchez à vérifier l'identité d'une personne dans le monde physique, il y a déjà des menaces. Donc, premier type de menace, un imposteur qui se présente. Typiquement, vous recevez une lettre recommandée. Quelqu'un a intercepté la preuve de dépôt, le récépissé que la poste devait déposer chez vous, se présente à la poste. C'est le cas le plus simple.
Un attaquant, donc si il vous ressemble pas trop, il va essayer donc soit de se maquiller, essayer de vous ressembler, soit de mettre des masques, ou donc dans un cas où la personne vous ressemble, elle peut se présenter en ayant un peu votre coiffure. Bon là, vous aurez peut-être pas reconnu nos amis Kim Jong-un et Donald Trump, qui sont là pour le coup, c'est des sosies. Et enfin, le dernier cas d'attaque, c'est la contrainte, l'influence. Ce sont des sosies, tout à fait. Tout à fait, ce sont des sosies. Mais voilà, donc c'est un type d'attaque qui peut exister dans la vraie vie. Et en fait, ces types d'attaques dans la vraie vie sont aussi possibles, forcément, dans le cadre d'une vérification d'identité à distance, puisqu'on va aller chercher une vidéo de la personne qui s'est identifiée. Mais en plus de ces risques donc, qui existent lors d'un face-à-face physique, on a de nouvelles menaces, étant donné que le support de vérification est numérique. Typiquement, on peut essayer d'intercepter une vidéo de vous lors d'une conférence, comme là aujourd'hui, si on filme, on peut effectivement essayer de rejouer une vidéo de moi en train de faire des gestes. De prendre une photo de moi, de l'animer. Il y a des applications qui existent. Je pense que c'est assez grand public maintenant. Il y a des logiciels de deepfake qui existent aussi. Je pense que voilà, certains d'entre vous ont déjà essayé de s'intégrer dans des films type Pirates des Caraïbes ou Spider-Man. Ou alors, on peut aller encore plus loin et créer des marionnettes 3D. Donc, un modèle 3D d'une personne qu'on peut aller animer. Et le problème avec ces supports en numérique, c'est qu'on peut passer à l'échelle et rejouer des attaques plusieurs fois sans prendre le risque de se présenter physiquement quelque part. Et là, pour le coup, il y a donc ce type d'attaque est répétable. Et donc ça, c'est l'un des principaux facteurs de risque supplémentaires par rapport au face-à-face physique. Une petite remarque supplémentaire, donc pour mener à bien une attaque sur le canal numérique, donc on a deux moyens de le faire. Typiquement, soit on injecte le flux vidéo manipulé directement dans le flux à travers une caméra virtuelle, soit aussi, deuxième possibilité, on va donc capturer l'image, la manipuler, l'afficher sur un écran et ensuite seulement recapturer l'image manipulée sur l'écran pour attaquer un système de vérification d'identité à distance. Là, typiquement, ce deuxième cas-là, on a nos homologues allemands du BSI qui ont basé certaines attaques en utilisant ce canal-là. Donc voilà, ce sont des attaques qui existent aujourd'hui, sur lesquelles des chercheurs allemands travaillent. Et voilà, donc ce cas-là est bien réel aussi. Maintenant, donc j'ai parlé de la partie biométrie. On peut aussi essayer de s'attaquer à la fraude sur le titre d'identité. Typiquement, les fraudes dans le monde physique, c'est de la contrefaçon. On va créer un faux titre de A à Z. La falsification qui est le fait de repartir d'un titre existant et d'utiliser des techniques pour modifier un titre existant, ou alors utiliser des documents fantaisistes, mais en général, donc ça, c'est quelque chose qui est visible très très rapidement, détectable rapidement, si on a un document fantaisiste qui ne correspond pas plus à un pays qui existe, ou alors une organisation qui n'existe plus. Dans les attaques dans le monde physique sur les titres d'identité, on a également les documents volés en blanc, donc typiquement interceptés avant qu'il y ait des données d'identité imprimées sur le document, ou alors fraude intellectuelle, qui est le fait d'aller récupérer, de se présenter à la récupération du titre d'identité à la mairie, par exemple, et de récupérer un titre authentique. Donc par contre, ces deux derniers cas ne sont pas pris en compte dans notre référentiel. Tu vas en parler tout à l'heure. Idem dans le monde numérique. Donc on a les mêmes risques que le passage sur la partie biométrie face à face physique
support numérique avec donc le passage à l'échelle et la possibilité de créer des fautes d'identité virtuelles. Donc, pour illustrer ces deux types d'attaques, donc vous aurez reconnu donc un faux titre d'identité sous le nom de James Bond. Là, pour le coup, c'était une contrefaçon. Et donc là, vraiment monde physique. Et dans le monde numérique, vous aurez reconnu, vous aurez détecté que c'était un faux titre, hein, puisque voilà, on n'a pas notre ADN sur notre carte d'identité, la police n'est pas la bonne, on n'a pas notre empreinte non plus. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer des faux titres d'identité sur Photoshop très facilement. La question qu'on peut se poser, c'est sur quoi on peut se baser lors d'une vérification d'identité à distance pour vérifier l'authenticité du titre. Donc sur le document, un exemple parmi d'autres, sur le contrôle d'une carte d'identité française de 94, on a en violet des éléments de sécurité statiques, donc c'est quelque chose qui est imprimé, qui ne va pas réagir. Je pense que voilà, c'est un exemple qui peut être parlant à tout le monde, puisque vous avez tous une carte d'identité. Par exemple, là ici, vous avez les initiales de la personne dans le petit coin en haut à droite de la photo. Vous avez ici ce qu'on appelle des guilloches à la jonction entre la photo et donc les parties imprimées. Vous avez donc une police très particulière sur laquelle donc il y a certains caractères sur lesquels il y a du dépassement. Vous avez des éléments de sécurité dynamiques qui vont réagir au mouvement, typiquement sur des RF, ce qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous allez bouger votre document selon certains angles, il y aura des couleurs ou des motifs qui vont apparaître. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut vérifier à distance. Et donc dernier élément de réassurance pour le contrôle de titre d'identité à distance. On ne considère pas vraiment ça comme une sécurité, mais plus comme un contrôle d'intégrité des données avec la MRZ, ici. À partir de là, donc, on a identifié les risques, hein, c'est ce qu'on a fait côté ANSSI pour construire le référentiel. Et du coup, je passe la main à Mathieu pour vous donner plus d'infos sur les risques et les mesures qu'on attend de la part des prestataires de vérification d'identité à distance. Donc là, on va faire un focus sur la certification donc des prestataires de vérification d'identité. Donc on y retrouve deux niveaux de vérification d'identité, enfin deux niveaux de garantie, un niveau substantiel visant la même fiabilité qu'une vérification en face à face en guichet, donc en guichet postaux par exemple, postal, un niveau élevé visant la même fiabilité qu'une remise de titre, donc la délivrance d'un titre d'identité en mairie par exemple. On a deux grandes caractéristiques qui sont exigées dans le cadre du référentiel. C'est d'avoir une approche hybride, donc une vérification à la fois par une machine et un verdict donné par un humain. Et d'autre part, on a des solutions de présentation dynamique, donc au travers de vidéos. On va demander une vidéo de la personne et une vidéo du titre d'identité pour s'assurer de l'authenticité de la vérification. On y retrouve aussi des exigences SSI, des exigences métiers, et bien sûr des exigences sur les opérateurs humains qui vont devoir faire ces vérifications. Et du coup, tous ces éléments sont liés dans une documentation, mais il y a également des évaluations qui sont portées sur l'ensemble des éléments, donc SSI, exigences métiers, exigences sur les opérateurs. Donc, la documentation qu'on va principalement demander sont les analyses de risque, donc à la fois sur la partie SSI, mais également sur la partie usurpation d'identité. On va demander aussi d'avoir une politique, et dans le référentiel d'exigence, il y a énormément d'exigences qui doivent être indiquées dans cette politique, et une déclaration des pratiques également, qui n'est généralement pas partagée par le PVID, puisqu'on va justement décrire tous les éléments qui sont vérifiés dans le cadre de la vérification d'identité à distance. Donc les activités du prestataire de vérification d'identité sont en 4 catégories. On va retrouver la partie acquisition, où justement on va avoir le terminal de l'utilisateur qui va faire toute la partie acquisition vidéo, donc la partie dynamique. Cette acquisition va être envoyée sur le SI du PVID. Donc on retrouve voilà, un périmètre qui est défini tout en rouge. Sur cette partie SI du PVID, on va avoir la partie automatique qui va faire les vérifications automatiques avec des constats intermédiaires.
Et à la fin, en fait, on va retrouver ces constats intermédiaires qui vont donner des éléments à l'opérateur pour donner un verdict. Donc une fois qu'on est sur la vérification. Après la partie vérification, on va aller sur la partie résultat. On va retrouver justement toutes les données d'identification, le motif de l'échec, si jamais il y a un refus, parce que soit le document n'est pas authentique, soit le document peut être perdu, volé, soit la personne qui se présente n'est pas la personne qui détient le titre. Donc ces verdicts, les motifs de l'échec ou les données d'identification forment le résultat qui peut être envoyé donc, à un service métier qui utiliserait ce PEVID. Donc typiquement une banque ou autre. Et ensuite, on va constituer le dossier de preuve qui contient tous les éléments que j'ai cités juste après. Donc le déroulement d'une certification PEVID, on va retrouver 4 acteurs principaux. Le prestataire de services de vérification d'identité à distance, bien évidemment, qui est au cœur de cette évaluation. On va retrouver également un ou plusieurs organismes d'évaluation qui sont privés, qui sont chargés de réaliser justement ces travaux d'évaluation. L'ANSSI, en tant qu'organisme de certification, bien évidemment, et le ministère de l'Intérieur qui va nous accompagner sur la partie justement test sur la titre d'identité. Donc on va avoir les différentes étapes de certification du PEVID avec le dépôt d'une demande et l'acceptation de cette demande de certification. Une définition de la stratégie d'évaluation qui est rédigée par l'ANSSI. On va retrouver voilà, les différents acteurs. Donc cette stratégie d'évaluation va justement permettre de définir quelles sont les actions d'évaluation, enfin quelles sont les évaluations et les audits à mener dans le cadre du dossier du PEVID. Ensuite, le centre d'évaluation, enfin le ou les centres d'évaluation vont rédiger des plans d'évaluation selon cette stratégie d'évaluation. Nous, on va valider ces plans d'évaluation ou pas. Hein. Il peut y avoir aussi des retours, hein. On est bien d'accord. Ensuite, on va avoir les acteurs, les organismes d'évaluation qui vont effectuer justement ces évaluations. Donc, on va avoir des PASI, des prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information. On va avoir un évaluateur conformité qui va vérifier que les exigences du référentiel PEVID sont bien tenues. On va avoir aussi des évaluations sur l'efficacité du service sur la partie biométrie, donc sur la vérification du visage et sur la preuve de vie. Et l'ensemble de ces travaux vont amener à des rapports d'évaluation qui seront validés par l'ANSSI. Une fois qu'on a tout ça, on n'a pas fini. On a une évaluation qui est menée justement avec l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur pour s'assurer l'efficacité du service à déterminer si un titre est authentique. Donc, en fait, on va faire des tests avec des titres, des titres authentiques, des titres falsifiés, des titres contrefaits pour vérifier que le prestataire détermine bien ses résultats. Et ensuite, la certification du service. Donc là, on va faire un focus justement sur les différentes tâches et les différents acteurs de l'évaluation PEVID. On va avoir donc la partie conformité qui est réalisée par un centre d'évaluation validé par l'ANSSI. Donc il va passer un entretien basé justement sur le référentiel. Et on va lui poser pas mal de questions autour de ce référentiel et aussi sur sa capacité à évaluer. Le périmètre va s'intéresser plutôt aux exigences du référentiel PEVID, à la fois sur la partie organisationnelle et physique, mais aussi sur la partie technique, puisqu'il y a des exigences techniques dans le référentiel PEVID. On va faire aussi une évaluation de l'application dans le cas où justement l'application mobile peut émettre des verdicts sur la vérification d'identité à distance, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est pas pour l'instant le cas, en tout cas pour les PEVID en cours de certification. Et ça va faire intervenir donc un CESTI, qui est un centre d'évaluation de la sécurité et des technologies de l'information, qui est accrédité par l'ANSSI. On va retrouver donc l'audit de sécurité réalisé par un PASI, du coup, un prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information, qui est également accrédité par l'ANSSI, sur différentes portées que sont l'architecture, la configuration et un test d'intrusion. Donc ça, on en a parlé juste un peu plus tôt, justement, sur l'injection vidéo, les injections qui peuvent y avoir. Justement, on va retrouver un test d'intrusion pour savoir si on est en capacité d'injecter un flux vidéo ou autre dans le SI du PEVID. Et ensuite, les tests d'efficacité métier que sont la biométrie réalisée par généralement des laboratoires qui sont spécialisés dans le domaine, qui sont également validés par l'ANSSI au travers de cibles de sécurité. Et
une partie test titre d'identité qui est réalisée en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Donc ici, on reprend le schéma qui vous a été présenté par Mickaël juste avant. On va demander justement à ce que le service soit instrumenté pour pouvoir s'assurer de vérifier que l'ensemble des tâches réalisées, donc l'authentification du titre, on va s'assurer justement que le prestataire est en capacité de vérifier le titre de manière physique, donc avec une expertise documentaire ou au travers d'une expertise cyber, donc sur la partie attaque cyber. La preuve de vie également, là ce sera un labo qui demanderont justement une instrumentation spécifique sur la preuve du vivant et également sur l'authentification de la personne. Donc expertise biométrique, donc attaque physique ou attaque informatique, deepfake, physique, masque par exemple. Donc voilà, les contre-mesures qui sont attendues de la part du prestataire, c'est pour le niveau substantiel. On va retrouver en biométrie et sur la partie titre d'identité aussi, toute la détection d'injection vidéo, l'anti-rejeu au travers de challenges aléatoires. Donc les prestataires doivent mettre en place ce genre de choses pour justement s'assurer que la personne est en vie et que c'est une personne animée. Donc mouvement à effectuer avec le document par exemple ou autre action à réaliser durant la capture vidéo. Donc on veut s'assurer aussi qu'on n'a pas enregistré une vidéo d'un document d'identité. On va s'assurer également que les opérateurs sont formés à ces menaces, donc les menaces du monde physique comme les menaces du monde virtuel, donc on en parlait, deepfake, etc. Et vraiment spécifiquement sur le niveau substantiel pour la partie de titre d'identité, on va vérifier que les opérateurs sont suffisamment formés et connaissent bien les titres d'identité, donc ils sont suffisamment formés sur la partie éléments de sécurité. On va également demander à ce qu'ils soient formés aussi sur la détection algorithmique d'éléments de sécurité. Alors formés, non, que le prestataire met en œuvre justement des automates qui permettent de vérifier les éléments de sécurité de manière automatique. Pour le niveau LMI, on va retrouver exactement les mêmes menaces, enfin les mêmes mesures plutôt attendues, et on va exiger pour le titre la lecture du composant de sécurité. Donc évidemment, ça ne va pas s'adresser à tous les titres d'identité. Voilà, donc je vais laisser Mickaël terminer sur la partie rétrospective. Alors, vous l'avez vu, notre référentiel et notre processus de certification, il est très exigeant. On couvre beaucoup de domaines qu'on n'a pas forcément détaillés lors de cette présentation. Et donc, pour refaire l'historique, le référentiel d'exigence est sorti le 1er avril 2021. Moi, je n'étais pas encore arrivé à l'agence, mais Mathieu a participé à la genèse de ce référentiel. Et si vous avez suivi l'actualité, donc le premier PEVIT certifié a été annoncé mardi. Donc, on a notre premier PEVIT certifié, donc c'est la bonne occasion d'en parler. Et l'idée là de cette rétrospective, c'est de parler des difficultés qu'on a eues sur ce schéma de certification, puisque voilà, 2 ans entre la publication du référentiel et le premier PEVIT certifié, ça peut paraître long, mais en fait, voilà, on a eu des contraintes sur ce référentiel-là qu'on n'a pas d'habitude sur des référentiels ANSSI. Qui sont que là, sur ce référentiel, on n'a pas eu de phase expérimentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu identifier tous les travaux d'évaluation nécessaires en amont de la certification. Et du coup, on a construit un peu nos évaluations au fil de l'eau. On a avancé en marchant. Parmi les autres difficultés qu'on a pu avoir, c'est que les PEVID qui sont présentés, c'était donc des acteurs qu'on connaissait, mais qui n'étaient pas forcément familiers avec les processus de qualification ou de certification ANSSI, qui sont, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand même très exigeants. Et du coup, donc on a dû parfois à certains moments remettre les points sur les i, mais voilà, ils ont, pour ceux qui sont encore en cours de certif et qui ont été certifiés, voilà, ils ont compris le message et clairement, on était plutôt content de la progression qu'ils ont eue tout au long des évaluations. Et dernière difficulté, c'est que forcément, là, l'expertise sur la biométrie
et sur les titres d'identité. C'est historiquement donc pas dans le scope de l'ANSSI, puisque nous, on est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et on a travaillé avec des organismes privés, des labos, des centres d'évaluation pour construire en fait les évaluations qu'on voulait faire, et avec le ministère de l'Intérieur pour la partie expertise sur la fraude documentaire. Donc voilà pourquoi ça a pris du temps d'avoir ce premier PEVID certifié, mais en tout cas maintenant, on devrait, je l'espère, avoir prochainement d'autres PEVID certifiés plus rapidement. Dans notre rétrospective, vous voulez aussi parler des exigences du référentiel qui, dès les premières étapes de notre processus, pouvaient amener à des refus explicites. Typiquement, on a eu des PEVID qui sont présentés sur des processus basés sur de la vérification du titre d'identité sur de la photo. C'est clairement quelque chose qu'on va rejeter tout de suite. La localisation et la compétence des opérateurs. Typiquement, si les opérateurs sont situés hors Union européenne, on ne va pas accepter leur dossier. Et territorialité du service, niveau de sécurité, typiquement, si un acteur est hébergé sur un CSP, un Cloud Service Provider non européen, ça va être difficile de se faire certifier. Donc premier retour d'expérience. Ça, c'était dans les difficultés. Dans ce qu'il y a de positif, donc ce que je disais, c'est que nos tests d'efficacité ont permis de montrer que, en tout cas, notre approche acquisition dynamique, donc sur support vidéo, et vérification hybride opérateur plus algo, ça apporte quelque chose qui est complémentaire. Et des résultats qui sont meilleurs que sur de la vérification photo, forcément. On a la chance de travailler avec un écosystème de laboratoires, centres d'évaluation sur la partie biométrie qui sont force de proposition, qui ont des idées pour faire des tests d'efficacité. Et je le disais tout à l'heure, donc des industriels, en tout cas ceux qui ont passé les premières étapes et avec lesquels on a entamé les évaluations, qui montrent une volonté d'amélioration continue. Et en tout cas, ce que je disais, c'est que on espère pouvoir aller au bout de la certification sur plus d'acteurs assez prochainement. En tout cas, la liste des PEVID certifiés est disponible sur le site de l'ANSSI. Donc, vous pourrez suivre l'avancée des certifications directement sur le site de l'ANSSI. Et en tout cas, dans les perspectives, donc pour revenir du coup sur l'état global de la fraude, quand même, puisque en tout cas, donc vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des risques spécifiques à la vérification d'identité à distance, qui sont en général quand même liés à des risques qui existent dans le monde physique. Donc dans tous les cas, ces techniques de fraude, elles continuent d'évoluer. Et dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas. De toute façon, en cyber, c'est quelque chose qui est courant. Le risque zéro n'existe jamais. Et on n'arrêtera jamais d'insister sur le fait que, dans tous les cas, une analyse des risques est nécessaire. Donc, pour tous les services métiers qui sont utilisateurs de ce type de service-là. Et je crois que pour aller plus loin, on va citer, oui, tout à fait, le numéro de No Limit Sécu, qui a été fait par des collègues à nous, Romain Santini, Hugo Magna, qui date d'il y a 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, sur lequel il parle de la vérification de l'identité à distance. On peut passer aux questions, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions parmi? Oui, Anna, monsieur, je vous écoute. Oui, merci. Vous avez cité vos collègues allemands tout à l'heure. Qu'en est-il au niveau européen de ce type d'initiative? Est-ce que c'est juste franco-français ou est-ce que c'est européen? Vous avez dit que c'était OK d'être hébergé en Europe. Donc on voit qu'il y a un problème. Enfin, c'est soit français, soit européen. Enfin, on joue un peu sur les deux tableaux. Qu'en est-il? Alors, le schéma de certification PEVID est français, donc il s'applique en France. Par contre, effectivement, on a ouvert donc ce schéma-là à des acteurs européens. C'est-à-dire que des acteurs européens peuvent se positionner sur le schéma PEVID. En termes de schéma de certification européen, aujourd'hui, il n'y a encore rien d'officiel. Il y a des travaux qui ont été faits par l'ETSI. Il y a un standard 119.461 qui existe, mais qui n'est pas au même niveau que PEVID. Voilà, PEVID, nous, on est un peu au-dessus de ce standard aujourd'hui.
On espère pouvoir les convaincre d'aller un peu plus haut plus tard. Et côté européen, ce que nos homologues font aussi, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, au niveau national, chez nos collègues européens, il n'y a pas de schéma de certification proprement parlé comme on l'a en France. Par contre, certains d'entre eux ont publié des recommandations techniques ou des méthodologies de tests sur la partie biométrie ou sur la partie titre. Voilà. Mais aucun n'est allé aussi loin que nous, côté français, en termes d'officialisation, en tout cas. Une autre question? Ah oui, monsieur. Bonjour, merci pour la présentation tout d'abord. Bonjour. Il y a récemment eu le l'INSEE en Espagne qui est à peu près la même chose. Est-ce qu'il est prévu, puisque ça commence à popper un peu partout dans différents pays, pas forcément un schéma global européen, mais en tout cas des équivalences à venir entre des systèmes qui se ressemblent plutôt pas mal? Alors aujourd'hui, c'est pas prévu, mais je ne doute pas que c'est quelque chose c'est un sujet qui va être abordé lors de nos réunions de coopération avec nos homologues européens. Enfin, en tout cas, on travaille aujourd'hui principalement avec le BSI. On échange pas mal avec le BSI, mais on rencontre aussi voilà, tous les 6 mois nos homologues espagnols et d'autres pays européens. Autre question? Pas de volontaire, non? Oui, monsieur. Vous avez mentionné que ça prenait 2 ans pour obtenir enfin en tout cas, le retour d'expérience pour Hubble, ce qui visiblement c'est public, hein, c'est sur le site. Ça a mis 2 ans. Les suivants, un nouvel entrant, est-ce qu'il y a un coût de 2 ans d'études ou est-ce qu'il n'y a pas un SLF, enfin, vous voyez quelque chose qui dit, bah voilà, non, c'est faisable en 3 mois, enfin, ça dépend des sociétés, mais est-ce que c'est obligatoirement 2 ans? Alors 2 ans, enfin là, ce que j'ai présenté tout à l'heure dans la rétrospective, c'était justement d'identifier, enfin là, le fait qu'on a été un référentiel jeune, sans phase XP, déjà, voilà, ça explique une partie donc des 2 ans. Hein. Le fait que historiquement l'ANSSI n'est pas experte sur la biométrie ou les documents d'identité, ça aussi c'était un facteur de temps. Et aussi le fait que les industriels qui sont présentés n'étaient pas forcément familiers avec l'ensemble des évaluations qu'on voulait mettre en place. Ça aussi, c'était un critère, donc une explication du délai. Donc, voilà, vous me posez la question, est-ce que donc un nouvel entrant, s'il pose un dossier aujourd'hui, il sera, donc le minimum sera, donc il serait certifié au plus tôt en 2025, 1er avril 2025? Bah, là, clairement, je pense que non, sauf si forcément les évaluations montrent qu'il n'est pas au niveau. Mais en tout cas, les acteurs PVIT qui se sont présentés jusqu'ici, on espère pouvoir sortir de nouvelles certifications voilà, au courant de l'année. Mais encore une fois, ça dépend des évaluations, comme d'habitude. Question? Non, c'est parfait, on a répondu. Oui. Peut-être une autre question sur l'environnement. Là, vous avez surtout parlé des titres, etc., des fausses caméras. Enfin voilà. Qu'en est-il de l'environnement de sécurité des collaborateurs qui, vous l'avez mentionné, procèdent aux vérifications, les vrais humains qui sont dans l'Union européenne, qui procèdent aux vérifications sur leur écran à distance? Est-ce qu'il y a des contraintes? Vous pouvez nous en dire 2 mots peut-être? Alors, bah oui, forcément. Enfin, il y a des contraintes. Enfin, il y a des exigences sur la sécurité physique des opérateurs. Donc typiquement les locaux dans lesquels ils sont installés, on va parler de double authentification donc pour pouvoir accéder aux locaux. Voilà, le poste opérateur doit être dédié. Voilà, il n'est pas censé aller sur Internet, tout ça. Toutes ces informations-là, vous les retrouverez dans le référentiel qui est publié sur le site de l'ANSSI. En tout cas, si vous cherchez ANSSI PV de référentiel, il y a le référentiel d'exigence qui est public et publié sur le site de l'ANSSI. Bonjour. Bonjour. C'est hyper fort. Excusez-moi. Est-ce que vous avez un chemin de fer pour la certification des... Ouais, c'est ça. Hein. Je me cache là. Est-ce que vous avez un chemin de fer dans le sens, au niveau des certifications, il y a déjà un acteur ou 2 qui viennent d'être certifiés? PVID, a priori. Je me trompe? Commence par un H avec un U derrière. Il n'y a pas de H, je crois.
Ah bon, il n'y a pas de H, exact. Et derrière, sur tous ceux qui sont en cours en fait, de certification, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un objectif pour qu'ils soient certifiés au final? Est-ce que vous avez un objectif par année? C'est quoi en fait les critères? Parce que... Alors, clairement, on n'a pas d'objectif chiffré, hein. On ne cherche pas la quantité. Clairement, on n'a pas envie d'avoir... Notre objectif, c'est pas de se dire on a 5 pays certifiés d'ici la fin de l'année. On a un objectif de qualité. Et comme je le disais tout à l'heure, le feu vert, hein, en fait, dépend forcément des résultats des évaluations. Bah là, pour l'instant, les évaluations sont en cours et tant qu'on n'a pas arrêté le processus de certification, c'est encore en cours. Autre question? Dernière? Oui, madame. Merci. C'est juste pour un point chiffre. Savoir combien d'acteurs, justement, ont déposé un dossier pour demander une certification. Alors, il y en a une quinzaine de mémoire. Et donc, il y en a certains qui n'ont pas passé le J0. Attendez, je vais revenir un peu en arrière sur les différentes étapes. Ouais, donc il y en a certains qui se sont arrêtés là, hein. Clairement, il y en a qui n'ont pas passé cette étape-là. Parmi ceux qui en sont ici, bah c'est ce qui est publié sur la liste de l'ANSSI. Hein. De mémoire, je crois qu'il doit y en avoir 6 ou 8, je ne sais plus. Enfin, c'est à vérifier sur le site de l'ANSSI. En tout cas, ceux qui sont affichés comme en cours de certification sur le site de l'ANSSI, c'est ceux qui ont réussi à passer cette étape-là, donc qui en sont normalement au moins ici. Peut-être une question. Vous mentionnez là la timeline. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça va être obligatoire d'avoir cette certification pour délivrer le service? Actuellement, ce service est délivré était jusqu'à présent délivré par des gens qui n'étaient pas certifiés. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une date? J'ai pas vu la date. Il y a peut-être une date. Alors, il y a pas de date. Par contre, c'est à remettre en parallèle avec les usages réglementés. Et là, pour le coup, c'est législatif et je crois pas qu'il y ait des deadlines sur la partie usage réglementé. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ces usages réglementés peuvent être modifiés. Enfin, les textes de loi qui y sont liés peuvent être modifiés pour imposer donc, le recours à des PEVID certifiés. En fait, déjà sur la première partie, l'entrée en relation d'affaires à distance, il y a des mesures justement de la 5e directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et les PEVID en font partie. Mais il y a d'autres mesures. Donc les banques ont la possibilité de passer par l'une de ces mesures. Et si les banques souhaitent passer justement sur la mesure de certification PEVID, ils peuvent le faire. Après, sur le reste, voilà, là, on est justement pour l'identité numérique. S'il y a une vérification d'identité à distance, il y a une obligation d'usage de PEVID. Et pareil pour ce qui est des services qualifiés IDAS.